Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast et l'émission 100% ELF des équipes de The Playoff. Je suis de retour après une courte période de vacances, 2 semaines de repos, paraît-il bien mérité. C'est ce que m'a dit Wake. Non, en fait, il a jamais dit ça. Vous le connaissez, il n'est pas aussi gentil que ça. Et d'ailleurs, lui aussi est parti en congé ce lundi soir, mais il me reste avec moi. Mon Jus, salut Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien. Et mon Stéphane de l'Afterfoot, salut Steph, comment tu vas? Ça va et toi mon Flap, salut mon Jus. Et on va pouvoir parler tous les trois, parce que je vais en parler aussi, de ce magnifique match à Robert Bobbin entre les Paris Musketeers et les Cologne Centurions. C'était absolument délicieux. Nous parlerons également des playoffs et des implications playoffs, parce qu'il y a eu pas mal de matchs et il y a eu notamment enfin la finalisation du résultat entre le Storm et les Mercenaries, la victoire sur tapis vert du Nordic Storm. Donc on va pouvoir faire un point complet parce que là tout le monde a joué le même nombre de matchs, donc ça va être un petit peu plus simple à voir tout ça. Et puis on parlera un petit peu en fin d'émission du combat EFA-ELF, puisqu'il y a eu et Jules a fait un très beau message sur les réseaux sociaux pour vous expliquer la situation. Il y a eu des rebondissements ces derniers temps, donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec vous, bien évidemment, dans le chat si vous nous suivez en live. On salue tous ceux qui seront avec nous dans le chat. Si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas pour la prochaine fois à venir à 21h30 le lundi discuter avec nous de toute cette saison de LF qui, on l'espère, durera encore longtemps, même si nous allons en reparler dans quelques instants. Ça sent de plus en plus mauvais pour Paris. Mais en tout cas, pour l'instant, revenons positifs et revenons au match de samedi. Alors Jus, sur le papier, bon, Paris, Cologne, match aller, 62-0 pour Paris. On se disait, bon, ça va pas être un match sans histoire. Et d'ailleurs, le fait est que ça a été, si on s'en fie au résultat, un match sans histoire, 74-7, la plus large victoire de l'histoire des Paris Musketeers en ELF, la première fois qu'ils passent la barre des 70 points. Vu comme ça, on aurait presque envie de dire, tout était parfait dans mon jus. Oui, tout était parfait quand on joue une des équipes les plus faibles de la ligue, donc en fait, il n'y a pas grand-chose à en tirer comme enseignement. C'était d'une facilité extrême d'aller chercher cette victoire. En fait, là, comme on l'avait un peu prévu sur le podcast précédent, c'est qu'il allait y avoir de la rotation avec un peu les backups, quoi. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ça permet justement à Anderson de retravailler des connexions avec des mecs qui sont débarqués récemment. Et c'est là où on a été justement chercher le peu qu'il y avait en tiré de ce match, quoi. Alors justement, mon Steph, t'en retires quoi, toi? Est-ce qu'on se dit, bon, les plus de 70 points, on va quand même signaler le premier touchdown de Noah Badibanga, notamment le tout jeune joueur nouvellement arrivé du Flash vers les Paris Musketeers. Le premier touchdown, en parlant du Flash aussi, de Stéphane Fortes pour les Paris Musketeers. Bon, lui, il est là depuis le début de la saison, mais il n'avait pas encore marqué. On retient les 70 points. Ou on est un peu plus critique, mais on sera un peu plus critique après, vous allez voir. Oui, on le sera après, mais on va dire ce qu'on a déjà dit et ce qu'on avait souligné sur les précédentes émissions avec Jus et avec Wake. On disait que ces matchs-là, pour nous, il était compliqué de tirer des enseignements en fait, parce que on était content, on l'avait dit, s'il n'y avait pas de blessés. Sur ce type de match, c'est là où tu as le plus de risques, c'est de perdre un joueur. Donc on peut pas se fier, de tirer des leçons sur la largesse du score, c'est compliqué. On savait que ça allait se passer comme ça, comme on sait comment ça va se passer contre les Mercenaries, comme on savait comment ça allait se passer contre Hambourg. Donc moi là où je suis content, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Anderson a joué tout le match. C'est le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'on n'ait pas de solution alternative pour l'instant, parce que Hugo, je pense, est encore blessé. Il est encore juste. Voilà, donc le problème, c'est qu'Hugo fait aussi partie d'un de tes receveurs numéro 1. Donc, si tu le pètes en le mettant QB, ça peut aussi poser un problème après pour la suite de la saison. Je pense que c'est le seul truc qui... Voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai vu Anderson courir quelques fois, je me suis dit, j'aurais aimé qu'il ne le fasse pas, parce que c'est risque de blessure, et quand il court, lui, il y va vraiment au contact. Hein. Il évite pas. Ça va, il n'a pas trop... On dirait Anthony Richardson. Ouais. Tant qu'il nous fait pas comme Tabor, que j'adore, ça me va. Ouais. Mais ouais, non, justement, on espérait qu'un match comme ça, il n'y ait pas de blessés. Et c'est vrai que tu dis, ça va, il n'a pas été trop bourrin à tenter le diable. Non. Et je veux dire, les seuls moments où j'ai un peu paniqué, je me disais, mais attends, c'est quand même un des pires matchs de la saison.
tu vois, avec le 88-7 que le Surge avait fait au Centurion. Franchement, il vient juste derrière le nôtre. Et je me dis, mais si on se blesse là-dessus, c'est grave. Et il y a des moments où c'est ça le problème. La poche, elle est quand même en panique, alors que c'est bizarre, quoi. Les problèmes qu'on avait identifiés, avec les tackles. Aussi. Avec les tackles, surtout il y a quand à même gauche. eu un peu de ça sur ce match. Voilà. Et tu sens que c'est compliqué des fois. Hein. Et donc, et voilà. Sinon, le reste, très bien, très content pour le jeune Noah, hein, que j'ai beaucoup suivi en élite. Et c'est des jeunes prometteurs. Ouais. Alors juste quelques petites stats que vous savez que j'aime beaucoup. Les petites stats du match, bon, il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. 30 first down pour Paris, 3 pour Cologne, 658 yards offensifs pour Paris à 95 pour Cologne. Bref, on peut continuer, 7 touchdowns à 1, parce que bon, les 121 yards à la passe de Cologne, grosso modo, tu les prends, t'en prends une grande partie sur le touchdown. Hein, sur un touchdown, sur une action. On prend sur un jeu. Hein, c'est la plus belle action de la saison pour Cologne. Ils étaient à 20 yards. Voilà, bon, il y a eu une belle action, tant mieux pour eux. Il y a eu un nombre incalculable, et c'est peut-être ça aussi l'un des points noirs de cette journée, un nombre incalculable de pénalités. Il y a eu 15 pénalités dans le match, 9 contre Paris, 6 contre Cologne. On l'avait déjà vu, et vous en aviez parlé avec Waik et Jus dans les matchs précédents, mais c'est vrai que Paris est pas mal sanctionné ces derniers temps, et c'est quelque chose qu'il va falloir forcément améliorer d'ici à la fin de saison, parce que ça pourra coûter cher, notamment dans le duel de Week 14 contre Vienne. Moi, j'ai trouvé quand même que le match était largement mal arbitré. Justement, c'est des rencontres qui n'ont aucun sens. Les arbitres, tu vois, tu prends le match que le Nordic Storm a perdu, tu me parles de pénalité, j'imagine qu'il y a de la logique là-dedans. Dans un match comme ça, il n'y a pas de logique. Et les arbitres ont mis plusieurs fois, plusieurs séquences, 3-5 longues minutes, même à aller discuter. Le match a duré extrêmement longtemps. Il était long. Et plusieurs fois, ils sont allés discuter avec les coachs pour discuter de certaines pénalités. Et j'imagine que justement, c'est des matchs, le score paraît lunaire. Eh bien, autant l'arbitrage est compliqué à mettre en place pour que ça reste pro jusqu'à la fin. Et il y a certains flags qui n'avaient aucun sens, quoi. C'est une bonne question que propose Grislam. J'allais la prendre. On a une question de Grislam qui nous dit: on n'a même pas un QB français qu'on pourrait prendre en numéro 2, ne serait-ce que pour qu'il se forme un peu. Alors, on a Hugo Tekeda, mais évidemment, qui pour l'instant est au repos. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, là, dans le roster actuellement, il y a dans le roster, non. Ah oui, dans le roster actuellement, non. Contrairement à pas mal d'équipes ELF, tu vois, toutes les équipes allemandes vont avoir un backup allemand. Et là, justement, regarde le Fire qui menait largement. Tout le quatrième quart, c'est le backup qui a joué. Et le Surge là fait jouer le QB allemand parce que Riley Hennessy se blesse au dos sur l'échauffement, et ils mettent 48-0 aux Sea Devils. Et les Sea Devils, parce que là, concrètement, et on le souhaite pas, hein, loin de là, mais Jalen Anderson se blesse, on met qui? C'est Hugo. C'est tout. C'est Rémi. C'est Rémi. Alors après, donc là, justement, vu qu'on a passé la signing deadline, la signature, c'est fini. La seule exception qui est autorisée par la Ligue jusqu'à la fin de la saison, c'est la signature en urgence d'un quarterback. Donc, en fait, à ce moment-là, Henderson se blesse, on peut toujours signer un import américain. Dans l'idée, Zach Edwards continue à jouer, tu peux faire revenir Zach Edwards à 2 semaines des playoffs. Va pas donner des espoirs à des gens. Je sais, je sais qu'il y a une espèce de mouvement qui se crée pour un retour des tracteurs. Allez, disons, restons dans l'ADN, on fait venir Brody Hahn, tu vois, et on le fait, comme ça, imagine, t'as Paris contre Munich et t'as 2 QB qui courent l'un contre l'autre. Oh, bah super. Tu imagines le match de taré. Donc, non, tu pourrais dire, hey, Brody, t'es sympa en D1. T'as rien à faire, tu vois, t'as rien à faire. T'es là, tu fais rien, tu vois. Donc, non, voilà, il y a quand même, on va dire, cet encadrement des règles qui permet justement, au cas où t'as une catastrophe qui t'arrive à la veille des playoffs, pour sauver ta saison. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur Exxon Tatum, c'est qu'on peut pas, tu vois, profiter de faire justement un QB local, un QB français, et de surfer un peu justement sur le but de l'ELF, c'est de voir un peu tes talents locaux, tu vois. Mais c'est un problème qui est assez récurrent. Ça fait depuis. Est-ce qu'on a déjà eu au sein de Paris des Musketeers un QB backup qu'on formait? Aucun, mais je n'en ai pas le souvenir. Pour moi, quand Zach Edwards était là,
C'était Hugo déjà qui avait eu des Hugo. vite en QB. Hugo, puis QB3, Rémi. Et je pense que c'est un problème qu'on a en fait, parce que si toutes les autres équipes, enfin en grande partie, j'ai pas tous les effectifs en tête, mais je sais que beaucoup de teams ont un QB backup et qui, quand tu as un score large, comme on a fait contre Mercenaries, contre Hambourg, là ce week-end, ton QB, allez, au début du 4e quart, tu le sors. Et tu mets le backup, quoi. Madrid fait jouer son backup aussi de temps en temps, l'Espagnol. Donc, non, nous, je pense, franchement, on doit être la seule équipe qui n'a pas vraiment une formation de backup à proprement parler, même que ce soit pour l'échelle de l'expérience ou en cas d'urgence, tu vois. Stéphane, tu sais que les Paris Musketeers écoutent toujours le podcast, tout le temps. On salue tous ceux de l'organisation qui nous écoutent d'ailleurs. C'est le moment de souffler 2-3 noms de quarterback français qu'il faut prendre l'an prochain. Après, en élite, t'en as. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. T'en as 3, t'en as 2 ou 3. T'as effectivement. T'as Sullivan, t'as Léo Crémades, t'as. Paul Durand va être un peu âgé maintenant. Ouais, mais ça serait bien. Franchement, Paul, typiquement, on en rigole, Fab, mais Paul pourrait servir. Mais il pourrait servir. Le but, en fait, c'est quand même que tu dis. Grislam, c'était quelqu'un qu'on forme un peu, genre un petit jeune qu'on forme. Léo, celui que tu peux former, c'est Léo ou Sullivan. Et le problème de Sully, c'est que Sully, au départ, ne voulait pas commencer en QB. Il a été QB par blessure et parce que leur requin s'est fait virer. Enfin, ils l'ont viré parce qu'il s'était, suspendu jusqu'à la fin de la saison. Mais et s'était blessé avant, et donc c'était Sullivan qui avait repris. Mais on a peut-être allé 4 QB français en élite. Alors, Sully, pour ceux qui ne suivent pas la D1 Elite, c'est Sullivan Silverio. Sullivan Silverio des Dauphins de Nice. Il joue aux Dauphins de Nice. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas la connexion au D1. Ouais, désolé, moi je parle comme si j'étais encore dans l'FTC, j'étais dans mon émission. Désolé. Je fais des. Non, il n'y a pas de souci. On fait des ponts et on salue Sullivan s'il nous écoute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Grislam qui dit des QB nationaux, c'est ça qui implantera vraiment un jour le sport en Europe. Le football américain en Europe, oui, probablement. C'est vrai que le jour où on pourra avoir des QB français qui performent vraiment. Alors il y en a des bons, faut pas se leurrer, mais c'est vrai que ça pourra aussi aider à l'implantation. Et on salue Max, c'est Max ou Mox, je ne sais pas. Mox visiblement, qui nous rejoint aussi. Alors tu parlais des problèmes de tackle, Jus, tout à l'heure, parce que on va rien vous cacher, on dit tout, nous. Il y a un groupe WhatsApp où il y a tous les membres du podcast ELF et qui sert à débriefer les matchs en temps réel. Des Paris Musketeers. Parfois s'énerver après l'arbitrage, ça arrive, mais pas que. Et Jus était un peu énervé en début de match. Alors explique-nous les raisons de ton colère. Explique-nous les raisons de ton coup. Non, mais c'est ça. C'est le moment en toi du podcast pour expurger tout. Déjà, on disait, il va y avoir 60-0 dans la première mi-temps, donc il n'y a pas de surprise. Mais t'as quand même c'est quasiment un strip sack qui se produit justement à un moment sur Anderson, parce que le left tackle Jonas Hargrove, il a fait quelques bêtises. Il a lâché son vis-à-vis. Et il y a fumble, et par chance, il ramasse et il va chercher le first down. Il gagne la première, c'est énorme. Heureusement, c'est sauvé J'adore la course de Jonas qui se retrouve avec le ballon. Ouais, c'est ça. Je fais quoi? On se passe un turnover, est-ce qu'on vient vraiment de prendre un turnover contre les Centurions? Tu vois, t'aurais pu se poser cette question. C'est ce que tu nous as mis dans le groupe, C'est ce que tu nous as mis dans le groupe, parce qu'on va vraiment se prendre un turnover. T'as évité un peu le malaise de se poser la question. Les gars, on vient de se prendre les Centurions. Mais tout en respectant les Centurions, parce que c'est une saison pas facile. Mais non, mais c'est juste pour dire, justement, c'est pas parce que tu joues Centurions et Mercenaries d'affilée que t'es obligé de pas être concentré, de pas prendre ça avec sérieux, professionnalisme et respect. J'ai regardé une petite interview de Delrio justement en fin de match. Il dit non, on aborde les matchs correctement, on fait de la rotation, on essaye de pas se blesser, on joue sérieux, parce que le dernier match, faut être prêt. Donc tu peux pas ne pas prendre les deux derniers, les deux avant-derniers comme si c'était rien. Faut te préparer pour le dernier. Voilà. Oui, parce que on va pas se mentir entre nous. Les joueurs des Mousquetaires l'ont jamais fait non plus. Clairement, les Mercenaries, ça devrait pas poser ou alors si ça pose problème, de toute façon, c'est que la place en play-off, on peut, voilà. Oui, si par contre, on commence à continuer à faire des erreurs. Les Mercenaries, quoi. Faut arrêter de. Mais tu vois, c'est ce qui moi m'embête un peu dans le calendrier actuel, en fait. C'est l'enchaînement de ces matchs trop simples. On a vu ce que ça nous a,
pesé, on l'a payé ça, parce que on a enchaîné 2 grosses victoires, on s'est dit ça y est, c'est bon, on a construit une offense, on a vu des choses intéressantes, malgré le fait qu'on avait quand même souligné que certains des gains étaient que sur des gros jeux et qu'on pouvait pas baser une offense que sur du gros jeu. Et le problème, c'est qu'on a vite déchanté derrière, quoi. Et on est tombé de bas la semaine dernière, quoi. On est tombé de haut, pardon. Et là, je me dis que j'aurais préféré, tu vois, qu'on enchaîne Stuttgart, qu'on fasse Stuttgart et qu'on enchaîne par Vienne, qu'on ait un match difficile. Ouais. Mais non. Désolé, mais non. Oui, mais non, c'est comme ça. N'empêche que chapeau les joueurs et le staff des Centurions, les mecs qui sont là tous les week-ends, quoi qu'il arrive. Et c'est exactement la remarque que je faisais avec mon épouse quand on regardait le match, qui me disait, elle me dit, mais ça doit être dur pour les joueurs d'être là tous les week-ends, alors que tu sais que tu vas à prendre une tannée, quoi. Mais nous aussi, on les respecte. Le seul touchdown qu'ils mettent, toi, ils célèbrent les mecs, parce qu'au final, c'est tout ce que tu vas chercher cette saison. C'est de l'accomplissement, c'est d'avoir des films pour les joueurs, pour au pire rebondir plus tard dans leur carrière. Parce qu'il y a collectivement, de toute façon, ils jouent rien parce que c'est une franchise les joueurs ne sont pas accompagnés par leur franchise. Donc, eux, ils font leur job sur le terrain, ils se présentent et voilà, ils en tirent le bénéfice de dire, j'ai joué des snaps en ELF, quoi. Et leur QB, il a du courage parce que plus d'une fois, sa O-line, elle l'aide pas. Hein, parce que des fois, les mecs, ça passe et puis ils regardent. J'ai 3-4 actions que j'ai regardées. Tu vois les mecs, ils regardent, ils se mettent debout et ils se disent oui. C'est le premier match, j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient en mode give up. Il y avait beaucoup de dégâts de tension, par contre, c'était vite que ça se termine. Même le QB, s'il voyait vite fait que les gars, ils n'avaient pas couru les bons tracés, ils balançaient. C'est pour ça que le match a été très long. Le temps était tout le temps arrêté parce que les jeux ne donnaient rien. Et les arbitres aussi étaient perdus. Et toi-même, j'ai renoté sur le dernier touchdown, on se prend peut-être je pense à la DR parce que nous on se prend un flag pour célébration. Il y a 67-7 et il y a un flag pour célébration sur le dernier touchdown de Paris. Et les refs discutent 5 minutes. Tu perds 5 minutes sur une célébration alors qu'il y a 67-7. Mais oui. Et tout le match, tu as déjà eu justement des pénalités que tu as longuement discuté. Mais arrêtez les gars, même vous, ça doit pas être facile. Rentrez chez vous. Messieurs, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Quittez Bondoufle. Tu peux pas me dire que sur un match pareil, en tant qu'arbitre, tu t'éclates, c'est la fête, quoi. Je pense qu'il y avait un truc du genre Melt était gratuit après 22h ou un truc comme ça à Robert Bobin. Non, parce que justement. Les mecs, ils se sont dit, il est 21h45, on fait durer un peu. Merde, il y a la P Hour, elle commence qu'à 22h, les mecs, faut arrêter les conneries, quoi. Ils voulaient aller à la seconde tailgate partie à Paris. Ils se sont dit, il y a Wake qui arrive à 22h. Ah non, c'est pas ce week-end-là, mince, on n'a pas envie de le bon match. C'est bon, il nous restera à bouffer. Parce que tu vois, quand même, la chose aussi, c'est que sur les matchs à pioche de cette année, au moins, ils se terminent dans le respect, dans le professionnalisme. Il n'y a pas à les arrêter à la mi-temps ou au 4e quart-temps parce qu'il y a trop de blessés. Enfin, mais par contre, ça sert à rien de prolonger ça. Et justement, parce qu'au final, c'est dire, oh la vache, le match il est super long pour rien, quoi. Ils vont se blesser, quoi. Bon, question des plus sérieuses, parce qu'il faut quand même qu'on aborde le sujet. J'en ai pas parlé avec vous dans le groupe, mais moi, ça me taraude, cette affaire. Est-ce que les mousquetaires font exprès d'être à 60-0 à la mi-temps? D'ailleurs, je me suis fait la réflexion. En plus, ils ont déjà fait le coup contre les mercenaires, et là, ils pouvaient être à 61. Mathis, il se décide à nous faire je sais pas quoi. Tu vois, en plus, c'est le PAT qui se retrouve en tentative à 2 points avec Valentin qui est au bord de la convertir, machin tout. C'est n'importe quoi, cette tentative. Et comme c'est mal filmé, comme toujours avec le LF, en plus, on n'a même pas vu la moitié de l'action, quoi. Oui, je sais pas pourquoi, là, à Bobin, là, depuis la mid-saison, ils filment les extra points de derrière le poteau. Donc on ne voit pas du tout. Il y aurait un mec qui fait un bloc de zinzin, on ne voit pas. Non, et donc du coup, on s'est retrouvé avec Mathis en position de taper son PAT et Valentin qui est à 50 cm de l'embut, le ballon dans les mains, en train de rager. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Si quelqu'un est à Bobin, il peut nous raconter l'action. Qu'il n'hésite pas parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il. Alors, pareil, 60 points. Pour ça, Tizi faisait ça et tu vois, il met beaucoup d'extra points, c'est Mathis, mais il en rate 2. Et on a bien vu que sur un match contre les Vikings, il faut laisser passer aucun point. Ouais. C'est de l'exécution, c'est ça, c'est corriger les détails sur les matchs là contre les Centurions et les Mercenaries, parce que contre les Vikings, c'est pas de turnover, pas perdre de points. Si tu peux, contre les Vikings, si tu peux drive et aller chercher le field goal, il faudra le mettre. Donc voilà, c'est juste, mais bon, en dehors de ça, il n'y a pas de souci. Je trouve que les long snaps, ça s'est un peu amélioré, le hold et tout. Donc, on est bon sur cette phase-là.
Bon, je tiens à préciser dans le chat, si jamais vous avez des questions sur tout ce qui touche, que ce soit les playoffs qui arrivent, tout ce qui est imbrication de playoffs ou sur le FAELF, même si vous pouvez pas rester toute l'émission, posez-les maintenant et puis on répondra dans les parties dédiées. Comme ça, vous écouterez le podcast, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Bon, un mot juste pour terminer sur ce Cologne-Paris, un mot pour tout simplement pour qualifier ce match. Est-ce que ça te rassure, Jus? Est-ce que finalement il y a rien à en tirer, comme disait Steph, tant pis, de toute façon c'est un match comme les autres et puis on l'a gagné, tant mieux. Mais qu'est-ce que t'en retiens au final, toi? Non, mais je retiens que justement, on a distribué le ballon à des joueurs qui n'ont pas l'occasion justement de tourner beaucoup. Donc là, j'ai noté Badibanga, Liam Ward, Martin Team, Florian Larose qui a été beaucoup impliqué. Jason Bofunda, je l'ai pas cité, mais qui a Jason marqué 30 points Bofunda, aussi. Jean-Charles Mokoy, tout le monde. Et la défense qui a joué sérieusement pour arrêter on va râler. Le 7 points qui se sont pris, ça, ils vont pas être contents, mais bon. Oui, ils vont dire on aurait pu faire le perfect. Bon, ça. Après, je suis toujours plutôt heureux de ne pas voir des matchs à 0 points, enfin avec un à 0 points. Là, on a eu les Sea Devils, tu vois, normalement une défense, il y a quand même quelques chances dans ce truc-là, et d'autres gars. Hein. Mais non, c'est pas de blessés, un peu d'expérience pour les mecs qui viennent de débarquer récemment, et tant mieux, voilà. Steph, même question, pas de blessés en route vers le vacances. Ouais, puisque j'ai aimé un truc quand même, et ça prouve ce que tu disais, Flav, tout à l'heure, tu disais qu'on nous écoute dans les bureaux des Musketeers, c'est qu'on avait réclamé, nous, un peu de jeu court, et j'ai vu beaucoup de screen pass, beaucoup de bubble, et tracé court dans l'interzone, où on voit, d'ailleurs, je crois que c'est Austin Mitchell qui met 2 TD, c'est quasiment les deux mêmes. Ils avaient compris qu'avec la vitesse, ils passaient plus facilement, donc après, ils en débordement. C'est ce qu'on réclamait depuis. Et je pense que ça c'est le côté intéressant. J'espère le revoir sur les prochains matchs, parce que je pense que c'est ce qui peut nous emmener plus loin, plutôt que de faire ce qu'on faisait sur les précédents matchs, à jouer sur des tracés longs, et voilà. Après, Florian est de plus en plus impliqué aussi, Florian Larose. On le réclamait, Florian, il avait une petite blessure un peu, tu vois, il était un peu mis en repos, mais c'est vrai que là, avec justement l'XP qui prend sur un match comme ça, on va être plus confiant de l'aligner pour un truc comme les Vikings, et qu'il soit vraiment, on sait qu'il peut aider, donc voilà, il va aider. Et puis j'ai aimé que Jalen ne porte pas trop la balle, parce que je crois qu'il l'a porté que 7 fois. Voilà, là tu vois, de voir 2 running backs, 3 running, 11 portées, 10 portées, 9 portées, et Anderson qu'en 4e position. Ça me plaît. Ça, c'est bien. ça j'aime, tu vois. Et ça, c'est un côté positif. Maintenant, j'attends de voir. On peut pas, comme je te disais tout à l'heure, on peut pas tirer trop de conclusions sur ce type de match. Non. Mais ça c'est intéressant ce que j'ai vu par contre de ce côté-là. Il y a une question. Bofunda, il jouait pas déjà la première saison? Non, c'était à Guémont. La première. En 2023, c'est à Guémont et Bofunda. Parce que l'année dernière, Bofunda, je crois qu'il est pas là. Non, l'an dernier, non. C'est à Guémont. C'est peut-être il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est pas impossible que Bofunda était là. Parce que l'année dernière, tu avais Aguémont, tu avais Chris et tu avais Jean-Charles qui était déjà là. C'était les 3. Samka, il était là. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, et en 2023, c'était Aguémont, Bofunda et Vumbo en 2023. C'est ça, Zach Edwards, running back. Bofunda, si vous avez regardé la D1, avec la squad de running back du Flash. Vous la connaissez un peu, cette escouade de running back. Vous connaissez Noah Badibanga normalement aussi si vous avez suivi la D1. T'as Judson Saloui aussi qui est là-bas et que j'aimerais bien voir aussi. L'occasion pendant qu'on parle de D1, etc. Alors de saluer évidemment tes collègues de l'afterfoot, mon cher. Et mon petit Mathieu qui est en train de travailler, qui doit transpirer. Ouais. Voilà, on salue Vincent, on salue et de saluer Bijak aussi, puisqu'il a fait aussi les first team, les second team All Pro, donc et je crois que Noah Badibanga doit être dans l'une de ses, je sais plus s'il est dans l'une des équipes. Si, il y est, mais je crois qu'il est en team 2. Faudrait que je vérifie, je me rappelle plus. On l'a fait, on en a tellement conversé, on a tellement échangé sur nos groupes. C'était, faut que les gens prennent conscience, et je sais qu'on l'a dit, mais Brice l'a dit, c'est un boulot de malade. C'est-à-dire qu'on on en a échangé des messages. Ah oui, il y a eu du débat, je peux vous dire. Il y a eu du débat. Et c'est l'occasion de saluer une nouvelle fois le boulot de Brice, qui a fait un très très gros boulot là-dessus, aussi pour mettre en valeur la D1.
Les amis, on passe aux playoffs. Qu'est-ce qui s'est passé en ELF cette semaine à part à Paris? Il s'est passé une défaite du Nordic Storm. Et oui, la première. Il n'y a plus d'équipe vaincues. Large. Ouais. Oui, large, je peux le dire. Oui. Raconte-nous juste ce magnifique match de Jadrian Clark. Jadrian Clark a beau être MVP de la saison 2023 et d'avoir gagné 2 titres à Endfire, il peut avoir des mauvais matchs, et c'en était un. Il lance 4 interceptions, dont 2 pick six. Et il était vraiment dans une journée off, à rater ses placements. Et puis après chaque interception, il prenait un peu trop la confiance sur certains jeux. Il continuait à lancer les mêmes passes sur de la double ou triple coverage. C'est pas parce que tu as Brandon Beaulieu, qui est un super receveur, le mec avec 3 défenseurs sur le dos, il va aimer être jeune. Mais des fois, il y a eu des gestes justement défensifs faits par Galaxy. Ils ont signé Bijon Harris, qui était un super cornerback qui a joué l'année dernière pour les Centurions. Et là, qui a été signé justement à la signing deadline. Et ça permet d'avoir un peu quasiment un des meilleurs lockdown corners de la ligue. Et ça transcende un peu leur défense. Donc, il y a eu des ajustements. J'imagine que justement, le premier match était le fameux match justement qui gagne 35-0 avec l'intoxication alimentaire. Et donc, le commentateur, quand il en a reparlé, il dit: ah, mais cette fois, oui, c'est vrai, je les avais oubliés. On peut pas mettre sur le dos une intoxication alimentaire dans ce match, parce que bon, c'était. J'avais oublié le truc des roll mops, c'est pas frais. Et donc là, c'était la vraie expérience. Et ouais, non, le Galaxy essaye de sauver leur fin de saison. Puis Clark était clairement dans une mauvaise journée, à balancer que des interceptions, quoi. Alors, dans un monde absolument incroyable, le Galaxy n'est pas encore éliminé. Hein. Non, ils sont encore en course. Dans une réalité parallèle, ils peuvent aller chercher cette victoire 5 défaites et potentiellement avec les autres résultats. Allez savoir, la magie du sport. Le miracle de Francfort, ça pourrait marcher. C'est peu probable, mais ça peut. Ils jouent contre Prague en week 13 après bye week et Madrid en fin de saison. Justement, en fait, j'ai une bêtise parce qu'il faudrait qu'ils passent devant Paris pour pouvoir prendre un seed et de toute façon en match confrontation directe, on sera devant eux. Donc, ou alors, faudrait qu'on perde. Juste dans tous les scénarios qui peuvent exister, ça reste miraculeux qu'ils y arrivent. Oui, c'est un miracle. C'est même plus un miracle, c'est pire que ça. Alors, vous voulez une bonne nouvelle, les amis, qui est pas du tout une bonne nouvelle? Ouais. Toutes les équipes devant Paris au classement ont gagné. Vienne a gagné, Munich a gagné, le Nordic Storm a pas gagné, le Surge a gagné, le Rheinfire a gagné, Madrid a gagné, Prague a gagné. Bref, tous ceux devant Paris ont gagné quasiment, à part le Nordic Storm, mais de toute façon ils sont déjà qualifiés. Donc eux on s'en fiche. Pour les playoffs, mon Steph, ça commence quand même à être très tendu. Pas bon. Parce que déjà, c'est ce qu'on avait annoncé depuis le début, qu'il fallait tout gagner, et là on a encore moins le choix. Mais là, on n'a plus du tout le choix. De toute façon, si on perd un des deux, on va dire le dernier match, parce que ça va jouer effectivement à Vienne. Maintenant, Vienne, ce qui peut nous aider, c'est qu'ils ont l'habitude de faire tourner sur le dernier match. Ils l'ont déjà fait sur les saisons précédentes. Là, on en a parlé en off. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à se dire, écoute, si on peut éviter de rejouer Paris en play-off et qu'on les sort en les battant chez nous, ça peut être intéressant pour nous. Ouais. Mais maintenant, Galaké est quand même très loin d'être bête. Je pense qu'il va. Moi, je le vois bien pas prendre le risque. Maintenant. Après, il y a aussi l'implication qui est de savoir d'avoir la semaine de repos, parce que il est possible qu'à ce moment-là, et c'est là que le match entre Munich et les Bravos, dans 2 semaines, parce que là ça va être une semaine de repos, entre Munich et les Bravos va être intéressant. C'est que si Munich gagne et que les 3 équipes Nordic Storm, Munich et Vienne sont à 10-1 avant la dernière journée, Vienne sera obligé de jouer à fond de toute façon pour éviter de ne pas être de pas être le 3e et donc de devoir si on perd une place de wildcard. Oui, Nico, si on gagne pas Vienne, on n'est pas en play-off, c'est sûr et certain. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu dois gagner tes 2 derniers matchs. Alors, je vous dirais que mathématiquement, non. Voilà, mais on va. Alors, les C1 mathématiques avec quand même le format qu'a cette année Je me rends compte, j'étais content du format adopté cette année avec 16 équipes, la division. Mais en lisant des trucs là pour comprendre justement les clinch playoffs, les clinch, mais rien que comment sécuriser la victoire de division et la qualification en playoff, c'est quand même encore un truc à la tormolineux. On se posait la question la semaine dernière. Tu nous disais, tu comprenais pas que Nordic Storm soit pas si loin alors qu'ils étaient invaincus.
Je disais ça parce que justement, en plus, c'était vachement compliqué de calculer les implications parce que tu avais Nordic Storm qui était 3e Ouais, seed parce qu'en fait, en étant invaincu. ouais, Va mais expliquer à quelqu'un qui c'était découvre une le LF. question de win, en fait. C'est Oui. le win en premier. Donc, s'ils étaient assis, c'est les Les autres. tiebreakers, t'as tous les strength of victory, strength of schedule, head to head. T'as plein de tiebreakers en plus. Là, c'est beaucoup plus simple déjà. Donc oui, pour être clair et précis, tu perds contre les Vikings en semaine 14, tu es éliminé des playoffs. Donc en fait, c'est déjà les playoffs. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, est-ce que les Vikings vont avoir 2 scénarios sur la table? Soit ils veulent nous éliminer là, ils prennent un risque de jouer un match un peu déjà difficile. Nous, on sait que tu as des mecs qui sont violents, ils peuvent aller te blesser les mecs que tu as chez toi. Hein. C'est pas pour dire que Paris est une équipe méchante qui fait des trucs dégueux. On a une défense qui est agressive. Mais c'est des matchs comme ça où on sait que nous, on peut step up et ça va être physique. La chance que les Vikings ont, c'est un roster avec beaucoup de profondeur. Ils peuvent faire même eux de la rotation contre d'autres grosses équipes. Ou alors bye week parce que repos et ils veulent aborder les demi-finales de la même manière qu'année dernière. Voilà. Alors, est-ce que tu as les calendriers sous les yeux, mon cher Jus? Ouais. Bon, alors attends, non, on va faire un récap parce que Nico, il m'a l'air un peu perdu dans le chat dans les playoffs. Donc il demande si on le gagne, est-ce que c'est acquis? On va faire un récap complet. Non. Alors, pour répondre simplement... Non, je pense que mathématiquement, là, on est dans un truc... Même à 8-4, même si on était à 8-4, mathématiquement, on n'est pas sûr d'être en playoff. Ça, c'est déjà une certitude. Pourquoi? On a Madrid qui est à 7-3 pour l'instant. On est d'accord? Madrid, il leur reste à jouer Munich et Francfort, si j'ai pas de bêtises. Ils ont 2 grands matchs quand même. Hein. Ouais. Bon. Eux, ils sont à 7-3 et ils peuvent éventuellement être à 8-4 si Munich les bat. Ceux qui me font peur, c'est les Prague Lions parce que eux, ils ont Francfort et les Mercenaries. Donc, ils seront très probablement, au pire, ils seront à 5 défaites, mais pas beaucoup plus. Le Renfire, il leur reste le Storm et les Tyrol Raiders, je crois. Ouais, donc ils ont... Ouais, dans l'ordre, Raiders et Storm. Donc pareil, le dernier match. Voilà, ils peuvent jouer. Ça peut jouer le dernier match entre Nordic Storm Renfire et Vienna Vikings Paris. Il y a pas mal d'équipes qui jouent en fait une bye week en dernière semaine de saison régulière. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on va avoir ce duel-là. Mais même à 8-4, si le Renfire gagne tous ses matchs, si Prague gagne tous ses matchs et si Madrid gagne tous ses matchs, on sera éliminé. Voilà. Moi, je pense que Madrid ne gagne pas tous ses matchs, notamment justement le match contre les Ravens, où je vois les Ravens battre. Même en étant battu, Madrid, il serait encore à 8-4, en étant battu qu'une fois. Tu vois. Oui, c'est. Et oui. C'est toujours là où il y a là où tu vas chercher l'espoir justement pour te qualifier en playoff, c'est que ils perdent là déjà et c'est pas mal. Tout ça pour dire que même à 8-4. Mathématiquement, on n'est pas sûr d'être qualifié en playoff. C'est pour ça que ça sent de plus en plus mauvais. C'est les tiebreakers qui vont entrer en jeu. Aujourd'hui, Paris n'a plus son destin entre les mains. Ce qui peut nous sauver, c'est que dans les tiebreakers, il y a le strength of victory, donc la force des matchs que tu as gagnés. Et si on bat Vienne, qui finira sa saison à 10-2, dans ce cas-là, si on les bat, et que tu as battu le Renfire, qui est aussi une grosse équipe, et ben forcément ta strength of victory elle va être plus haute que certains autres, plus sympa. Comme ta division était plus difficile, on a battu le Surge qui sera aussi dans les très bonnes équipes. Donc voilà, Paris peut se qualifier grâce à ce succès-là. Mais là c'est des comptes d'apothicaires qu'on peut même pas connaître parce qu'on peut même pas maîtriser le tiebreaker étant donné que on ne sait pas quel match va être gagné jusqu'à la fin de la saison. Non, mais de toute façon, le seul truc dont on peut être sûr, si tu veux te donner une chance, faut gagner les deux. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, t'as pas d'acquis, mais tu te donnes la possibilité d'eux. Mais si tu perds comme un des 2 matchs, tu sais que ce sera au revoir, bye bye. Faut l'aborder comme un match de playoff et c'est ce qui va être parce qu'au final, vu qu'il y a plusieurs équipes qui se disputent le fait que tu as le first seed et le second seed sont en wildcard et donc sont en bye week, c'est surtout Vikings, Ravens et Storm qui se disputent cette semaine de repos, quoi. Ouais. Si ça se trouve, le 17 août, on sera tous en vacances. On n'aura plus qu'à regarder d'un œil cette ELF qui s'en va loin de Paris. Bon, après, je regarde tous les matchs. Hein, donc oui, nous aussi, je regarderai. Est-ce que ça va on fera la finale. On fera le débrief. Mais bon, alors, tu portes pas malheur. Non, on va leur porter malheur. Je suis pour rien s'ils ont perdu contre Francfort. De toute façon, on le dit, c'est fait des semaines et des semaines.
C'est le match au final, toi quand on débriefait la victoire des Vikings, tu traînes comme un boulet celui-là. Ouais, celui-là, Francfort. Parce que là il y a vraiment, en plus vraiment, Francfort n'est plus l'équipe de début de saison. Leur nouveau QB Jamison Wong, il est super cool à voir jouer. Il est intéressant lui, hein. Il est intéressant. Je pense que peu importe ce qui arrivera la saison prochaine, quelqu'un le signe, super pocket passer. Et puis les ajustements défensifs qu'ils ont fait. Ben voilà, au final, ce match contre Galaxy qui a été perdu, il coûte très cher. Ouais, et on l'avait dit depuis le match, depuis qu'ils l'ont perdu d'ailleurs. Hein, de toute façon, on allait en reparler en fin de saison de celui-là, parce que si on se rappelle bien du tout premier podcast qu'on avait fait, on avait dit 8-4. Grosso modo, on était parti sur un bilan de 8-4. Ça peut suffire. 9-3, ce sera bon. Bah, on en est là. 8-4, ça peut suffire. 9-3, c'était bon. C'est toujours chiant d'imaginer un peu le scénario correct des playoffs. Enfin, bon, c'est pas genre possible dans tous les sports, mais encore plus dans une ligue où tu as des équipes qui sont pas compétitives et tout. Une chose est sûre et certaine, les amis, vous pouvez faire une croix quasi définitive. Alors mathématiquement, c'est pas fait encore, mais vous pouvez faire quand même une croix dessus. Ah bah si, c'est fait mathématiquement. Il y aura pas de match à Bobin de play-off. Ah non, c'est mort, le match à domicile, c'est foutu. Oui. Ça, c'est fichu. Parce qu'en plus, non seulement le Surge a 2 victoires d'avance sur Paris, mais en plus, je vous le donne en 1000, il joue les colonnes Centurion et fait Hervar. Ouais. Il n'y a plus de match là, tu joues tout l'extérieur. Donc là, si vous voulez venir une dernière fois à Bobin, voilà, c'est le foot. Faut venir contre les Mercenaries, il n'y a pas le choix. En plus, je serai là, Wake sera là. Attention, pour un match, il peut durer 3h50 avec. Non, je déconne. Oui, ça peut. Et en plus, ce sera 18h un samedi, donc ça peut nous emmener avec Wake jusqu'à 22h30 pour. Ouais, mais là, il va pas tenir. Il va pas tenir. Il va tomber en hypoglycémie. Autant vous dire que si vous ne voyez pas d'interview le lendemain des joueurs après le match, c'est peut-être que Wake a mangé les joueurs. C'est peut-être que Wake est en train de déguster une cuisse de Jalen Anderson, donc méfions-nous quand même, parce que ça peut toujours, avec un Wake affamé. C'est dangereux. C'est dangereux. J'hésite à me prendre Mamadoussi ou Stanley Zeregbe plutôt qu'un Wake affamé, tu vois. Pourtant, il y a du beau bébé. Bon, bref, trêve de plaisanterie, tout ça pour dire que les playoffs, ça va être compliqué. On va pas se mentir, c'est pas perdu. Paris est. Je vous avais perdu. Nico, on a tout expliqué. T'inquiète pas. En gros, 8-4, c'est pas gagné. 9-5, 7-5, c'est perdu. Voilà. En gros, on résume l'idée. Donc voilà. C'est clair que là, on va avoir un très très gros choc contre Vienne, parce qu'on le sait, on va se présenter à 7-4 quasiment en bilan, on va pas se mentir, hein, le jour de Vienne. Et tout dépendra de ce match à Vienne. Après, on a vu au match aller que c'était pas perdu, hein. Franchement, on a joué les yeux dans les yeux avec Vienne le 13 juillet, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Donc, il y a pas de raison, hein. Paris, de toute façon, s'ils veulent briller en play-off ou aller en finale ou être champion, il va falloir battre des grosses équipes, hein. Tu vas pas t'en sortir en battant que les Centurions et les Mercenaries. C'est ton premier tour de play-off que tu joueras sur le dernier match. C'est un statement. Voilà, c'est le moment ou jamais. Bon, on passe à la querelle EFA-ELF. Là, Jus va avoir des choses à dire. Mais je vais me mettre. La Jus, il a déjà il a sorti ses papiers, il est en train de nous écrire un livre entier sur le FA. Il sera en dédicace dans votre Fnac la plus proche. Vous dédicacez le livre EFA, cette ligue qui se monte. Rappelle-nous les derniers éléments, mon cher Jus. Ça devrait prendre à peu près 20 minutes. Donc, si vous avez quelque chose à aller faire cuire. Non, pareil. Il est 10. Il est 10, on finira à l'heure. Je viens justement de la dernière intervention qu'il y a eu dans cette saga de l'été, mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, parce que non, mais la blague mise à part, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le FA. Si vous comprenez pas tout ça, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais d'en parler. Donc allons-y. La chose est que de toute façon, au final, on est dans une forme de stagnation au niveau de la communication, parce que les deux parties ne communiquent pas entre eux. Et de toute façon, là, on a d'un côté les équipes EFA qui expliquent qu'ils font 2 réunions la semaine pour s'organiser. Donc en fait, c'est pour, par exemple, il y a eu l'accueil récemment des Nordic Storm, donc on est passé de 8 à 9 équipes. Et la prochaine pourrait sûrement être le Surge, par exemple, donc une 10e équipe. Donc déjà, c'est accueillir justement les nouvelles équipes, créer les règles. Et de toute façon, c'est une organisation qui ne se le cache pas que si les choses ne s'arrangent pas, ils vont faire une ligue.
Donc on peut imaginer qu'ils bossent à trouver des partenaires, mettre en place un service de diffusion, un service de merchandising, enfin bref, tout ce qui a été fait pour créer le LF, t'es obligé de le refaire pour lancer une ligue UEFA. À l'heure actuelle, pour l'instant, ils n'ont pas encore... Il y a l'ultimatum qui est la finale. Donc là, justement pour passer dans la chronologie, là, la grosse news, c'est l'officialisation de cette rumeur qui est le départ de Patrick Ezoumé, le commissaire de l'ELF, donc qui a créé la ligue avec Zelko et Zarajika, j'arrive jamais à prononcer le nom, c'est mieux à l'écrit. Bref, les deux cofondateurs de la ligue, et donc Patrick Ezoumé qui était le commissaire de la ligue depuis 5 ans, a annoncé donc son départ. Il reste là en poste pour un peu accompagner quand même les équipes ELF dans ce qu'elles font jusqu'à la finale. Il sera à la finale, on imagine, pour remettre justement le trophée. Mais là, dans l'idée, j'imagine que si rien ne change, qu'il n'y a pas de discussion sérieuse engagée entre le LF et le FA pour réformer justement le LF, alors qu'en plus, là, j'ai envie de dire, la pression monte encore plus sur le dos de l'ELF avec le fait que eux, ils annoncent qu'ils vont trouver un nouveau commissaire. À l'heure actuelle, j'y crois pas trop. Je sais pas qui va y aller là. J'allais te dire qui va se lancer là-dedans. Qui va se lancer là-dedans et tout. J'imagine que le 8 septembre, tu peux avoir une annonce. Le FA se dissout de l'ELF. Ou le LF annonce. Alors, soit le LF annonce sa dissolution, parce que de toute façon, ça tiendra pas debout avec les équipes qui restera. Ah bah si t'as des week-ends avec Cologne Ferencváros, oui, c'est sûr que ça va être compliqué, oui. Déjà qu'ils vont couler, mais j'imagine que le FA voudra peut-être profiter d'un effet médiatique, tu vois, justement pour lancer un peu ta ligue, à dire on est les premiers à annoncer le truc. Ok, toutes les équipes EFA, le F, et rendez-vous en 2026. Comme tu disais très bien, Jules, et comme on en a parlé beaucoup en off, le FA communique plus que le LF. Tu me diras, c'est pas un problème. Ils ont pas de mal. Parce que Karajika, quand tu lui soumets que voilà ce qui se passe sur le FA et sa réponse, elle est lunaire, où le gars te dit tout va bien chez nous, on n'a pas de problème, vous inquiétez pas. Tout va très bien, Madame la Marquise, c'est en train d'évoluer. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu te poses pas de question, le fait qu'il y ait comme 8 équipes, en plus, pas n'importe lesquelles, 9 maintenant, tes plus grosses équipes de ta ligue qui montent une association dissidente de ton organisation. Et toi, ça t'inquiète pas? Bah non, c'est cool. Ok. C'est comme si le mec, sa femme le trompe devant lui, qui dit non, mais c'est pas grave, chérie, je reviens plus tard. Oui, tiens, pour répondre un peu à Guillaume, parce que c'est vrai que tu veux un préservatif, tu veux. C'est pareil, couvre-toi, chérie, quand même. Le LF a vu le truc venir et ils ont sorti un peu des armes pendant la saison. Déjà, il y a ce truc où justement ils annoncent qu'ils vont chercher des nouveaux actionnaires. Alors, c'est pas eux qui sortent les chiffres, mais ça sort dans la presse anglaise où, en gros, ce serait un investissement de plus de 10 millions de dollars. Alors, je sais pas pourquoi on est en dollars dans la presse anglaise, bref. Et donc, un des actionnaires, en plus, qui est un des propriétaires de Fubo TV, voudrait justement implanter la franchise à Londres. On reste dans le cadre LF, et qui est une franchise ultra attendue depuis que le LF a été créé pour avoir les London Monarchs, quoi, en gros, comme on a en NFL Europe. Et après, justement, dans un des échanges entre le LF et le FA, Karajika, lui, il répond à la presse allemande oui, vous inquiétez pas, Milan revient l'année prochaine. Mais c'est ce que dit Grislam, vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que tu vois, on n'avait pas parlé de ça, mais donc c'est lunaire. Quand l'année dernière, en off-season, ils disent que Barcelone quitte la Ligue, la différence à Milan, c'est qu'ils reviendront en 2026. Alors moi, ça me faisait peur à ce moment-là, parce qu'ils avaient annoncé exactement la même chose pour les Leipzig Kings. Ils avaient quitté, ils n'avaient pas joué en 2024. Ils avaient dit, on annoncera en 2025 s'ils reviennent. T'as jamais eu une news après leur départ. Donc je dis, à mon avis, ça ne vaut que dalle. Au final, le truc, c'est que Milan, c'est ce que ça vaut, même si ça revient avec de nouveaux propriétaires. Il y a encore énormément de progression sportive à faire au niveau des joueurs italiens. Donc ça reste quand même... en fait, ça n'a rien de rassurant d'annoncer le retour de Milan. Tu te dis, en fait, il faudra encore dealer, gérer avec une franchise un peu faiblarde de niveau Cologne, entre honneurs et tout. Qu'est-ce que ça pèse dans ta réponse, en fait justement, ils sont en train de dire, non, et tu vois, quand il y a eu le communiqué avec les actionnaires, le communiqué disait pour mots, ça va accélérer notre expansion. Et dans le communiqué qui a été publié sur le site des Maillots de Bravos, eux, ils disaient, nous, le FA,
on n'est pas d'accord avec la vitesse d'expansion de la ligue. Donc déjà, les deux parties sont en désaccord total. Et au final, c'est un peu ce qu'on a appris avec le départ d'Ezoume, c'est que Patrick Ezoume avait beaucoup plus apparemment de désaccords que ce qu'on le pensait avec Karajika, parce que dans la presse, les équipes ELF disaient bah nous on s'entend bien avec Patrick Ezoume, mais on a du mal avec Karajika. Et Karajika il disait bah non, moi je m'entends bien aussi avec Ezoume, donc s'il faut parler avec le LF, faut parler avec moi et Ezoume. Et au final, ben, on se rend bien compte qu'à mon avis, l'effort a plutôt voulu un départ de Karajika et que Ezoume reste comme je pense. Alors, on en a déjà discuté, mais il se murmure que qu'Ezoume était beaucoup plus aimé entre guillemets que Karajika. Donc forcément, s'il y avait un des deux qui devait partir et que ça règle un temps soit un peu le problème, ça aurait été Karajika. Sauf que c'est Ezoume qui s'en va. Alors, il a fait une interview en allemand, Patrick Ezoume. Ouais. Wake me l'a gentiment traduite puisque lui parle la langue de Goethe comme personne, hein. D'ailleurs personne ne parle comme lui non plus, et et donc Patrick Ezoume disait en gros, en substance, en gros il y a 3 solutions quand ça ne va plus: soit tu fais l'autruche, tu fais rien, soit tu essayes de changer les choses, soit tu t'en vas. Moi j'ai essayé de changer les choses, ça n'a pas marché, je décide de m'en aller, et certains autres décident de faire l'autruche. Comprenez, Karajika se planque dans ses baskets, quoi, grosso modo. Mais est-ce que ça serait pas un énorme coup? Parce que est-ce que Ezoume serait pas encore en contact avec le FA? Voilà, moi je te jure que j'y pense. Peut-être, hein. Parce que le timing de l'annonce, et vu ce qui se dit que les franchises adoraient discuter avaient un bon rapport, une bonne communication avec Patrick Ezoume, et pas du tout avec Karajika. En même temps, quand tu vois comment il communique, t'as pas de mal. Tu te dis, les mails avec lui. Voilà, ça va être assez compliqué. Il t'envoie un mail sur une plateforme payante, tu dois payer pour pouvoir lire son mail. Je le sens comme ça. Et moi je dis, je suis le FA, qu'est-ce que je fais? Ezoume, je me rapproche de lui, on a les mêmes idées, on discute avec lui. Pourquoi pas, si on a besoin de quelqu'un pour diriger ça, on va le prendre avec nous. C'est ça, possible. Tu vois, quand il y a eu la fusion XFL-USFL pour donner naissance à l'UFL, on a pris un peu justement les têtes pensantes et les leaders des deux ligues et on se partage un peu la direction et ça marche très bien. Même si alors l'UFL, tu vois, moi je suis un peu surchargé en ce moment parce que l'UFL traverse aussi sa petite crise de off-season. Mais non, justement, le FA pourrait miser un peu sur le fait que eux, ils l'ont dit justement, il y a eu un communiqué des Vikings où un des propriétaires des Vikings disait nous on aime bien Patrick Ezoume et tout. Tu vois, un truc que j'avais pas justement, que j'étais mal aligné sur la communication FA, c'est que eux ils soulignent, on va dire, le travail qui est fait chez les franchises que la ligue possède. Donc la ligue, elle possède les Sea Devils et les Ravens. Donc c'est parce que la société, je sais plus, ça s'appelle SEH quelque chose machin, qui est propriétaire de LF, possède aussi Hambourg, et il y a un mec qui est copropriétaire de la ligue qui est aussi en fait propriétaire des Ravens. Donc c'est deux franchises qui sont dans le giron de la ligue, hein. Et en fait les équipes EFA soulignent clairement le travail de Hambourg. Mais tu regardes Hambourg, cette année, c'est catastrophique. À la veille de la saison, le head coach se barre parce que lui, il voulait bien payer ses joueurs. Alors, attends, t'as oublié, à l'avant-veille de la saison, Wake nous dit qu'Hambourg peut être finaliste, et à l'avant-veille de la saison, le coach se barre. Mais c'était pas n'importe qui, hein, quand tu vois Shuan Fata qui décide de partir comme ça. Et pareil, et tu vois, pour un sacré CV. Tout à l'heure, on parlait, faut des QB français, faut des joueurs gros. Tu sais, c'est le but de l'ELF à la fin, c'est que on se soit pas que des Américains à regarder sur le terrain. Et ben, pareil chez les coachs, c'était la seule équipe qui avait un head coach allemand, qui était pas américain. Et sur ces équipes, c'était la seule équipe qui avait pas un head coach américain. Tu peux avoir à peu près du staff américain, et c'était un head coach justement qui était performant en JFL. Il y a eu des problèmes en interne, machin. Et en fait, pour être honnête, il y a 3 équipes à 0-10. Eh ben, moi, les Hambourg Sea Devils, avec leurs 2 victoires, je trouve que c'est du même niveau. Il n'y a rien qui a été construit cette année. Kyle Kitchens, il est à 10 sacs et demi. Ça reste Kyle Kitchens. Il va sûrement finir dans les 13-14. Il est tout seul en défense, donc oui, il peut faire 10 sacs. Hein. Mais il y a les imports, mais niveau homegrown, il y a eu tellement de problèmes que pour moi, la franchise, elle s'est effondrée. Tu vas voir que dans les commentaires, c'est l'enfer. C'est encore pire que les commentaires à 0-10. Hein. Le LF, ils vont se reposer aussi sur les Ravens. Ils vont dire, regardez, les Ravens, ça marche bien. Les Ravens qui n'ont pas encore rejoint le FA, puisque comme tu le disais, il y a
Alors, Bah, ce que il y a une l'UEFA a appelé emprise. des conflits d'intérêts, C'est ça, carrément. Hein, en fait, oui. Parce que dans le FA voudrait justement que le LF, se détache un peu des Bah franchises oui, qu'elle possède bah oui. et que justement quand Il y il y a a un peu un des conflit d'intérêts, non? Il n'y a pas un problème? ouais, c'est ça que Moi, les je dis ça comme ça. Hein, parce que Le quand juge tu est fais un parti, débat quoi. et que la ligue elle dit, ouais, bah, tu vois, on peut imaginer justement à quel point ça pèse dans les discussions de calendrier, dans les discussions de bye week, de stade. Et il y a des franchises qui le disent plus transparent d'autres, ils disent: «Faut arrêter, il y a clairement un favoritisme». Mais à côté de ça, il y en a certaines qui disent: «Ouais, mais c'est Hambourg, c'est quand même une équipe bien gérée». Je suis désolé, c'est l'équipe la plus mal gérée de la saison avec, Cologne et Mercenaries, c'est quoi. bien géré. On perd Les notre les en coach les l'avant-veille, mais tout entraîneurs va à bien, quoi. côté ouais, c'est ça, les entraîneurs à côté, ça reste sportif, mais la structure, ça va, quoi. Mais Ouais, et oui, le encore, les vestiaire, Endroners, c'est pas ils bien. ont, encore une fois, hein, on le dit depuis l'an dernier, mais les Endroners, il y a des choses à sauver dans cette équipe. Les choses Tu les sauvées. regardes de jouer, Mmh. c'est pas dégoûtant, c'est pas répugnant. Les mecs, ils donnent tout ce qu'ils ont. Il y a des fois où ils accrochent des équipes. Non. D'ailleurs, c'était contre Prague la semaine dernière. Ah bah oui, ils ont tenu Prague à Voilà, 10-6 où alors ils ont qu'ils tenu venaient de Prague Prague, pendant longtemps. Tu vois. Donc voilà, il y a des possibilités. Et puis alors la grosse différence, et après je vais prendre les questions de Nico. La grosse différence, c'est une question de communication entre le FA et le LF. Quand tu vois que le FA arrive à se gérer pour faire un communiqué le même jour, le 16 juillet, entre 8 franchises sur tous les Oui, c'est réseaux ça. sociaux d'un coup, un manifeste qui lance cette UEFA. Et de l'autre côté, Karajika répond dans un obscur journal de troisième zone allemande où les articles sont payants. Tu te dis, franchement, il y a même pas un article sur le site de l'ELF. Non, Enfin, je veux pour dire, il y a un l'instant, moment, il devrait y avoir un droit de réponse, une réponse sur le site de l'ELF en disant Ouais, puis notre tu réponse à rassures. Non, l'UEFA. mais ouais, puis mmh, tu dis voilà, on a entendu parler de ça, mais rassurez-vous, c'est quelque chose de positif quand même, Bien sûr. parce que Et puis et de construit quoi, une t'ouvres vraie la porte réponse. t'ouvres la porte aux négociations. Tu dis bon bah écoutez, il y a une inquiétude, on discute, tu vois. Voilà, parce que C'est là, parce que là tu, l'UEFA, là où tu il va pas en fermant la porte. Hein. Ils tout le disent bah nous on veut discuter, tu vois. Donc ouais, c'est ça. On n'est pas d'accord avec tel point, tel point, tel point. On n'est pas d'accord avec les redistributions des droits télé. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec certaines organisations de franchise. Moi, on attend des réponses et en fin de compte, derrière, tu as une réponse, tout va bien. Bah, c'est vachement là, contradictoire. le Donc, LF retrouve-toi dans cette tort de dire, bah, tu pas une ligue européenne, tu es une ligue allemande, tu fais tes conférences de presse de pré-saison et de championnat en allemand, tu fais ton drama de saison en en allemand. allemand. Donc là, tu vas Heureusement qu'on a Wake dans l'équipe pour nous putain, traduire tout ça. moi, je serais perdu. alors pareil, non mais heureusement qu'on vit à l'époque de l'intelligence artificielle parce qu'encore je gère l'anglais, mais j'ai pas continué Moi l'allemand au aussi. collège. Moi aussi. Donc merci l'intelligence artificielle, les traducteurs, tout Je ça. gère très bien l'anglais, Du coup, moi. justement, je parcours beaucoup ce qui se dit dans la Tu gères presse aussi bien allemande, que dans les moi, ouais. communautés et enfin, on s'investit justement pour vous trouver les bonnes informations, vous dire les bonnes Oui. choses parce que la ligue ne le fait pas. La ligue, il y a longtemps qu'elles auraient dû, publier un Bah, communiqué sur son site à dire: On est au courant, on discute avec nos clubs». Vous savez, il y a un truc qui s'appelle aussi le ELF Player Committee, qui est un peu le NFLPA du pauvre de l'ELF, mais en gros, il y a quand même un joueur qui est désigné, Sans les par les scandales de autres la joueurs. NFLPA. Ouais, en plus, tu vois qu'il y a pas de et il y a un joueur qui est désigné par le joueur pour être leur porte-parole et ce truc-là, alors qu'on est dans une saison où justement tu as des problèmes, partout, machin est pas payé, les contrats, les visas, les trucs, tu n'entends jamais parler du ELF Player Committee. C'est la ligue mais tu vois, c'est là où moi je reproche à Patrick Ezoumé quand même de dire: «Mais au final, s'il y avait des désaccords avec Karajika et puis pourquoi il l'a peut-être pas en dit? fait d'autres Mais, projets, pourquoi il a pas un peu, piloté le truc de l'intérieur pour exposer les problèmes? À dire: «Beh, le joueur, vous avez un problème, contactez-moi via le ELF Player Committee et on va discuter ensemble». Tu vois? mais Non? c'est là, tu vois, qu'il y a quand même un. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est là que tu vois, tu as raison, tu as dit un truc très juste là, il y a 2 secondes. On parle de communication d'information. Le FA, nous, en fin de compte, nous donne l'info. Et la différence avec le LF, c'est que tu vas chercher l'info. Et là, c'est un C'est problème, en fait. exactement ça, Il exactement ça. y a un côté, tu dois aller chercher et l'autre, il te l'amène. Donc, tu vas faire Oui. confiance à qui? Celui qui t'amène l'info ou celui qui fait en sorte que tu dois aller la chercher? Déjà, tu as tout résumé. Merci, au revoir, le débat est clos. Ouais. On va inviter un jour Zeljko Karajika dans le podcast. Oh, on lui putain. parlera en. D'ailleurs, le temps qu'il reçoive notre invite, je pense qu'on sera en 2027. Donc, on va lui mettre dans un mail payant, nous aussi. Ah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Au pire, tu lui fais ça, s'il sera pas surpris. Pour répondre au dernier message de Gislam, je lisais un post d'un journaliste allemand qui justement chiffrait un peu la vente de tickets
Et au final, ouais, c'est une des finales qui vend le moins vite les tickets. Ah, et pourtant, qu'est-ce qu'ils nous saoulent avec leur pub? Alors, c'est 40 000 places, là, avec son... Quelle angoisse. Ouais, mais soit, en fait, tu vois, il y a le facteur EFA, ELF, où il y a le facteur, en dehors que la saison régulière n'est pas très compétitive, il y a quand même des implications play-off sur cette fin de saison, et que les gens attendent. Et vu que c'est quand même principalement, en fait, des Allemands qui se rendent à la finale... Non, il y a Grislam qui va. Et la Red Company. La Red Company. Non, mais ouais, j'imagine qu'il y a d'autres facteurs. Mais c'est vrai que j'ai lu un peu des trucs là-dessus. Mais après, je doute pas qu'elle fera plus de 25 000 spectateurs. Et à moins qu'il y ait encore un ultime drama qui freinerait justement vraiment les ventes. Ouais, j'ai pas de doute que la finale restera un beau spectacle, quoi. Les questions de Nico qu'on n'a pas pris encore. Y a-t-il une chance que Karajika se retire, cède la ligue aux équipes? Est-ce qu'il y en a une? Moi, j'en vois pas, mais bon, il doit y en avoir une. une sur 100. Ouais, parce que c'est un businessman sportif, donc en fait, maintenant qu'il se trouve toujours un peu tout seul, j'imagine qu'il a encore plus les commandes. Sans encore avec Karajika et Izume, tu dis Karajika laisse le truc et il y a Izume qui est toujours là. Mais là, en gros, Karajika c'est le dernier à avoir construit le LF. Encore présent. Donc s'il le cède, c'est comme si le LF, tu vois, avait changé complètement de gouvernance. Donc, là, pour le coup, ça se peut, parce que tu vois, c'est ce qui est arrivé avec la XFL quand elle se relance en XFL 3.0 en 2023. C'est The Rock, Redbird Capital, tout ça, ils rachètent le LF à la Vince McMahon et tout, qui avait construit ça en 2.0 avec le Covid, qui avait dû fermer. Donc ça se rachète si tu veux une ligue. Pour le coup, moi, ça me je sais pas comment dire, déplairait pas. Enfin, c'est un scénario plausible, si tu veux. Enfin, pour l'expliquer aux gens, c'est qu'en fait, les gens en place qui possèdent le LF actuellement, ils peuvent dire, ok, on veut plus de ce truc-là, on vous le refile. Et oui, mais bon, qui, tu vois, parce qu'au final, on sait que justement, c'est des projets qui prennent du temps. Et c'est pour ça que le FA, en fait, là, c'est une grosse pression qu'ils mettent sur le LF, parce qu'ils leur disent clairement, mais nous, on veut continuer à jouer au football américain professionnel. On va garder nos franchises. On va garder nos franchises. Alors, justement, les points où ça pourrait un peu bloquer, c'est est-ce que justement le LF va lâcher le naming des franchises NFL Europe à l'EFA? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir quelques batailles juridiques? Et si ça coûte trop d'argent, est-ce que l'EFA voudra tout de suite lancer sa ligue en 2026? Ou alors au final ils se disent bon bah c'est tout, on reste en ELF encore une année où on joue pas. Alors ce que j'imagine pas du tout. Une saison blanche complète, ça me paraît. Pour les caisses, la stabilité du projet compliqué. Et pour le podcast, ça aide pas non plus. Justement, où aux États-Unis, où le football aux États-Unis peut disparaître une saison ou deux au cas où ça marche pas et revenir pour 3 à 5 ans d'affilée. Tu vois. Ça va être dur pour le podcast si on doit faire 12 semaines sans match, mais bon. On fera des recettes de cuisine, c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est là où, parce que si tu as des franchises, tu vois, le Frankfurt Galaxy pourrait redevenir le Frankfurt Universe, tout simplement, comme ils avaient fait en GFL. Mais tu vois, il pourrait se poser quelques problèmes comme ça. Et un autre point, par contre, justement, où je trouve ils ont la balle dans leur camp, c'est que l'arbitrage, on entend beaucoup d'arbitres à travers l'Europe ne veulent pas aller arbitrer en ELF parce qu'il y a des retards de paiement. Le FA a la balle dans son camp à dire nous, on vous payera. Tout simplement. Enfin, ils ont tellement d'armes pour peser. Claude, il les aide bien, Karajika, quand même. Hein, donc, il leur donne des munitions. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour communiquer? C'est-à-dire que là, le LF, t'es en mode non, nous, il y a des nouveaux actionnaires, on prévoit une franchise à Londres, le retour de Milan. Donc, allez, on sera à 18 équipes l'année prochaine. Mais c'est délire. Hein. En fait, on sait que Centurion Mercenaries, ça va disparaître. Donc, il y a plus de chances que de toute façon, le nombre d'équipes continue à descendre que d'augmenter. Oui, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 équipes qui reviennent, 2 qui partent. Ça veut dire une redistribution complète des divisions. Ça veut dire encore. Enfin, tu vois. C'est la vision qu'avait un peu Izume. Lui, il était tout le temps en train de citer un peu les débuts de la NFL où, je sais pas, pendant les 20-30 premières années, tu as 20 franchises qui disparaissent. Et j'ai lu un peu là-dessus sur les débuts de la NFL et c'est vrai, mais en fait j'ai envie de dire aujourd'hui pourquoi on se ferait chier à construire une ligue où tu dis ouais on va construire en faisant rentrer chaque année des clubs et les petits partiront parce qu'ils sont nuls, on garde que les meilleurs. Non, mais après qu'il y a eu de la casse dans certaines franchises, tu veux, ça c'est pas grave quoi. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qu'on reproche, qui peut être reproché aujourd'hui à l'ELF. Le LF, ce qu'on reproche à Karajika, c'est cette autarcie, c'est le mutisme. Voilà, ce mutisme, le mec s'enferme dans un. Et justement,
dans un délire où il communique pas. Et donc, tu dis, mais où il te dit, oh, attention, Milan revient l'année prochaine. Bah, ouais, ça me rassure, ça. Ils peuvent pas juste dire que les petits clubs qui, comme ils disent à chaque fois, ils balancent l'excuse de la start-up, de l'entreprise, machin, ils ont échoué juste parce que c'était leur problème. Non, justement, c'était là où le LF devait intervenir et peut-être que les Barcelona Dragons seraient encore là. Ouais, tout simplement. Barcelona Dragons, qui en plus ont été comme les Leipzig Kings, qui ont connu leurs heures de gloire en ELF aussi. Les champions. Voilà. Quand t'avais un Zach non, Edwards, il finit en finale. Ouais, Zach Edwards, meilleur joueur. Avec, Zach Edwards était nommé au MVP quand il était chez les Dragons. Ouais. Avec Kyle Sweet. Avec Kyle Sweet, voilà, j'avais perdu le nom du receveur. Botella Moreno aussi était là-bas, non? Pendant un moment. Il a fait 5 ou 6 ans qu'il a fait une saison. Oui, il en a fait pas mal. Nico qui nous demande aussi, fondamentalement, c'est un problème de thunes, cette affaire? Il y a une retribution. Ouais, ça en fait partie. Je le connais plus que moi, quoi. Non, mais à la fin, si c'est un truc comme ça arrive, c'est largement l'argent. Oui, il y a un gros problème d'argent derrière, ça c'est clair. En fait, les équipes fortes reprochent que les recettes sont très mal redistribuées. Vous voyez là récemment, il y a quelques jours, en NFL, un truc qui est vachement fun, c'est avec les Packers, qui sont une franchise qui sont possédées par les actionnaires, les gens. Alors, je sais plus combien, il y en a 300 000, j'ai pas un chiffre exact, mais il y a beaucoup de gens qui possèdent des actions des Packers et donc c'est la seule franchise à avoir une transparence totale sur sa redistribution de ce qu'elle touche par la NFL. Et donc la NFL a redistribué 13 milliards à ses franchises, tu vois, avec le calcul quand tu vois. Et le LF, elle, ne redistribue pas ses revenus. Et il y a des revenus de 2023 qui ne sont pas encore redistribués. Avec des franchises qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc voilà, les noms de ces franchises. Là, le FA dit que c'est sur les revenus de diffusion, sur du merchandising, sur ce que fait la ligue et qu'elle repasse pas justement au club. Logiquement, en fait, on aurait pu connaître un truc à la Doctor Strange Marvel, tu sais, un axe temporel où jamais tu as des franchises VLF qui disparaissent parce que justement les petits clubs ils rentrent, ils avaient leur idée de projet, ça marche bien, le LF les a soutenus, ils ont redistribué c'était leur projet. Et voilà, ils auraient survécu. Parce que ce qu'ont fait les Dragons cette année, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire actuellement en ELF, ou même si le LF fait rentrer, tu vois, des clubs de ce niveau en disant venez, et après eux, ils leur laissent faire leur travail, si c'est pour qu'ils s'effondrent en 2-3 ans, ça sert à rien, il faut les soutenir. Donc oui, c'est une question d'argent, et encore plus maintenant, j'en ai une question de communication, parce que ça n'a aucun sens. Là, les équipes, elles savent qu'ils sont dans la fenêtre, ou si les fans sont pas au courant, ils vont commencer à lâcher le produit aussi. Question, peut-être la dernière, parce qu'il va falloir qu'on referme l'émission, de Nico, qui nous dit: si la Ligue dégage un profit tandis que les équipes elles-mêmes ne le font pas, ne peut-on craindre la viabilité d'une ligue qui appartiendra aux équipes? Le problème, c'est en fait, c'est pas tant que les équipes ne dégagent pas de profit, c'est plutôt que la Ligue accapare les profits que les équipes pourraient dégager. Ne serait-ce que pour le merchandising, un truc tout simple. La plupart des ventes de merchandising, quand ils se font sur Internet, doivent se faire par le LF Shop. Donc en fait, c'est le LF qui... C'est pas la boutique de la franchise. Oui, c'est pas la boutique de la franchise. Donc, si vous voulez que ça soit redistribué, ça aille au club, il faut aller acheter sur les terrains, sur les stades, dans le... Les droits télé, machin tout. Si on va prendre DAZN, va donner de l'argent à la Ligue, mais que la Ligue le redistribue pas ensuite au club, oui, forcément, ils dégagent pas de profit, les clubs. J'ai été revoir l'article de l'annonce du partenariat DAZN, c'est un partenariat de 8 ans. 8 ans. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Et là, il y a ce drama. Je me dis, comme entre la off-season et la saison-là, ils sont allés chercher le partenariat de 8 ans de DAZN, beaucoup de partenariats de diffusion, le truc des actionnaires, machin. Et tu vois, il n'y a aucune communication pour assurer les fans. Si ça se vote, c'est la catastrophe. C'est pour ça que le FA a tous les... DAZN, ils font quoi avec leur contrat de 7 ans, là? C'est surtout que le LF, ils peuvent prendre cher parce que DAZN peut se retourner contre eux. On a signé un contrat de 8 ans, les gars. Pareil, je te parlais qu'il y a certaines franchises UEFA qui soulignent le bon travail de la Ligue avec les Hambourg Sea Devils. Hambourg, là, est en train de se taper un procès, je crois, parce qu'ils n'ont pas payé le stade. L'Islam a dit ça à Lubeck. 25K. Il doit 25 000 euros. Il l'a mis dans un commentaire. Alors, il y a le club de Lubeck qui demande 25K aussi des Bulls.
Ah oui, tu vois, c'est ça. Ouais, j'ai lu des trucs en allemand, machin là-dessus. Belle gestion, hein, City Wolves. Et Berlin a sur le dos un genre de chief officer financier, je sais pas quoi, qui est là pour redresser les finances. Pendant un temps, il y avait justement une crainte que Berlin s'effondre parce qu'en plus, eux, ils sont dans l'attente d'un vraiment un nouveau stade encore pire que tu vois justement. Ils sont habitués à Berlin aux effondrements avec les murs et tout. Le FA a tous les bols dans. Quoi? Non, mais je disais, ils sont habitués aux effondrements, Berlin. Ah ouais, le mur de Berlin. Il est 22h35, on l'accepte. On vous dit de podcast. J'ai mis 1 heure à en refaire une. C'est bon. C'était ça. Non, mais c'est ça. Ouais, comme dit Gaza, mais en gros, ils accusent Carajicol d'avoir monté une pyramide de Ponzi. Mais c'est ça. Et en fait, le LF, elle peut pas faire l'autruche, c'est-à-dire que tout va mal. Enfin, poursuivre quand même. Tout va bien. Tout. Poursuivre le spring football aux États-Unis depuis 2020. Enfin, si eux ont des problèmes, le LF en a. Hein. Franchement. C'est l'évolution normale d'une ligue, te disait le Jokarajka. Niveau... Ça évolue normalement. C'est normal. Oui, c'est normal. L'ancien proprio de Berlin qui dit qu'il a perdu 500 000 balles dans Berlin. Non, on sait qu'il y a des proprios, ils perdent pas mal d'argent. C'est un peu la méthode Coué, tu sais. C'est normal, tout va bien, c'est normal. Tu sais que dans le sport, tu vas pas automatiquement en gagner, c'est pas le problème. Mais tu veux au moins que ça soit minimum bien géré, quoi. Et c'est là que la ligue là, ça va pas, quoi. Ça va pas. C'est là, on est vraiment dans une pente. Soit le LF s'effondre. Soit elle s'effondre. Bah là, on est à un tournant quand même. Non, mais soit elle reste comme elle est et en fait, les gens vont se détacher du produit. Ouais. L'intersaison va être mouvementée. Il n'y a personne qui achète du Game Pass, il n'y a personne qui achète du merchandising. Déjà, les stats se vident. Franchement, est-ce qu'on a les chiffres? Enfin, moi, je les ai pas, mais je vais les demander à DAZN France. Est-ce qu'on a les chiffres d'abonnement de vente de Game Pass de l'ELF cette année? Alors, pareil, ils ont fait Romain nous écoute, Romain Champagne qui travaille chez DAZN, s'il nous écoute, si tu les as, si tu peux nous donner, c'est pas du tout pour taper sur DAZN, bien au contraire. Non, c'est pour savoir. J'imagine qu'il va peut-être pas les avoir parce que la Ligue elle-même communique pas. Je pense que la Ligue les a pas donnés. En 2023, quand il y avait encore justement les gens qui avaient récupéré le Team Pass de la 2022 qui était prolongé, et ils avaient annoncé 23 000 personnes qui avaient le Game Pass. À cette époque-là, je crois qu'il était encore sous les 100 €. Mais ça comptait aussi des Team Pass, en fait, qui étaient à 50 €. Donc, toi, au final, ça veut... j'imagine que déjà l'année dernière, ça devait être beaucoup moins de 20 000. Mais... Là, je sais que chez les fans, je te repasse la parole parce que j'ai zappé mon truc. Chez les fans des Paris Musketeers, honnêtement, j'ai pas grand monde qui m'a dit cette année, ah bah tiens, je vais pouvoir regarder le match parce que j'ai le Game Pass, tu vois. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Et pourtant, j'en connais des mecs fans des Musketeers. C'est pour ça qu'on parce que les gens viennent plus me dire en commentaire, hors de question que je paye le Game Pass. Mais bien sûr. C'est pas un bon produit, je confirme. C'est surtout que, comme on l'a souligné tout à l'heure, quand tu as des problèmes de production, parce qu'on les voit les problèmes de production, tu as des problèmes d'angle de vue, que les actions coupées, tu vas mettre toi sans... Alors à contrario, quand tu regardes le Game Pass de la NFL, on peut comparer les tarifs après. Hein. Le Game Pass de la NFL, c'est 230 €, je crois. 229, ouais. Là, tu es à 120, c'est-à-dire, et tu vas avoir 100 € de moins seulement. Avec pas toute la qualité, avec pas toute. Mais avec des matchs en moins, avec des matchs pas intéressants à regarder. Enfin, je sais pas, moi, j'y vais pas, quoi. Tu te dis, bien sûr. Il est moins bon rien que tout simple, il est moins bon que le Game Pass l'année dernière en fonctionnalité. Et donc, c'est ouf, quoi. Et on rappelle un truc moins bon. Pour ceux qui sont pas dans les arcanes de l'audiovisuel, c'est déjà un des points d'achoppement qui a posé problème pour la reconduction des Mousquetaires sur beIN Sport. Si beIN Sport s'est désengagé aussi de diffuser les Paris Musketeers, c'est aussi en raison de la production de l'ELF, où ils avaient demandé très clairement à l'ELF d'augmenter sa qualité de production, ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, ils demandaient plus d'argent à beIN Sport. Évidemment, vous vous doutez bien que avec une production mauvaise et en plus tu dois payer plus cher, beIN a dit merci, au revoir. Et c'est logique. On peut pas leur en vouloir. Hein. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, là, il y a quelques semaines, le LF a fait... Enfin, DAZN, il y avait une réduction sur le Game Pass, au lieu qu'il soit à 100, je crois, pour le reste de la saison. Ils ont passé à 60. À 60. Et en fait, tu le payes pour 1 an. Et donc, en fait, vu que ça te permet justement, théoriquement, de commencer à regarder la saison 2026 quand elle commence. Si elle existe.
si elle existe. Ouais, j'imagine que, tu vois, pour renflouer les caisses en urgence et peut-être pour dire au club, attendez, on est en train de vendre des Game Pass à 60 balles, ça va faire rentrer du pognon, on vous le versera en 2028. Tu vois, ou pas. Parce que moi, je me suis dit, les gars, attends, moi, je paye mon Game Pass 120 balles pour suivre le LF et faire mon contenu. Et là, je peux même pas prolonger mon truc à 60 pour l'année prochaine. Il y a Karajika qui est en train de se baillerer avec des valises de billets, tu sais, comme ça. Il prépare son jet privé. Vous me retrouverez pas, les gars, vous me retrouverez pas. Bon, les amis, le truc qui est bien, c'est que la semaine prochaine, vous êtes tranquille, on va pouvoir en reparler, parce qu'à mon avis, il va y avoir des nouveaux rebondissements dans la semaine. Si c'est pas le cas, de toute façon, on sera là, normalement, lundi prochain, mardi, normalement. Mardi soir prochain, parce qu'on doit décaler en raison de l'invité qui est censé nous rejoindre, et qui ne peut pas être là le lundi. Puisqu'il est parti actuellement dans un autre pays européen, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà. Surprise. Voilà, surprise. On n'a rien dit. On n'a rien dit parce que si jamais on nous fait faux bon, on va pas non plus. Oui. Et ben on accueille Waik qui revient. Alors Waik, t'aimes bien ces vacances. Un petit récap alimentation, Waik. En tout cas, le live aura lieu normalement mardi soir prochain, sur les coups de 21h30. En attendant, sur The Playoff, on va pouvoir retrouver la suite et la fin des previews NFL, et on va commencer les previews audio à partir de la semaine prochaine, aussi division par division, avant le début de la NFL, de la saison régulière, qui commencera qui commencera la saison NFL le 7 septembre, 6 septembre, 5 septembre, enfin début septembre. Bref, les amis, merci Jules d'avoir été là. Spring Football News, vous continuez à suivre comme d'habitude. Merci Steph, l'Afterfood. Merci à l'invitation. Merci. On se retrouve à très vite. Là, cette semaine, regardez pas les Mousquetaires, il n'y a pas de match. Ils font tous partie, c'est la bye week. Profitez-en pour vous reposer. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour parler de LF. Salut tout le monde. Ciao.